Votre grâce est sur les dents. Chapitre 3. Soirée à l'ambassade. Après avoir franchi la porte qui donnait sur la cour de l'hôtel d'Estrée, Falco descendit de la Peugeot Type 3 fournie par le ministère. Au numéro 79 de la rue Grenelle se trouvait depuis quelques décennies l'ambassade officielle des tsars de la Sainte-Russie. En plus d'être un plaisir, l'automobile était une véritable révolution. On pouvait filer jusqu'à 25 km/h. Il ôta son manteau et le tendit au domestique le plus proche, un homme entre deux âges dans une tenue inspirée des habits de boyard d'autrefois. Falco lui-même portait un 3 pièces d'alpaga à gilet croisé noir, une coupe plutôt cintrée, comme motif de très discrètes rayures bleues. Il avait orné le col cassé de sa chemise blanche d'une large cravate. Classique, mais efficace. L'ambassade de Russie était située dans un hôtel particulier. Les graviers qui tapissaient la cour rectangulaire crissaient agréablement sous ses bottines. Toutes les hautes fenêtres du rez-de-chaussée de l'édifice étaient éclairées de l'intérieur, et s'y découpaient de nombreuses silhouettes distinguées qui s'agitaient en se croisant à un rythme effréné. Falco gravit les marches du perron, sous l'élégante pergola aux formes aériennes. Une fois en haut, il se fit annoncer à un deuxième préposé, qui était la copie parfaite du premier qu'il avait vu. Un troisième l'accompagna dans un grand vestibule au ton blanc et rouge, avec dorures à foison, où il fut accueilli par un grand homme d'une 60aine d'années. Ce dernier, bien que dégarni, était flanqué d'une remarquable pilosité faciale, 2 favoris sombres, longs jusqu'aux épaules, et une moustache travaillée, comme en portait le chef de feu le Second Empire français, Napoléon III. À ses côtés se tenait une femme du même âge. Le temps avait quelque peu terni la beauté de son visage étroit, mais elle était d'une grande élégance. Sa longue robe, quelque peu passée de mode, était assurément l'œuvre d'un habile couturier. Arthur Pavlovitch, baron de Morenheim, ambassadeur de l'Empire russe, fit l'homme avec un accent imperceptible pour un néophyte. « C'est un honneur d'avoir été convié, monsieur l'ambassadeur, » répondit Falco dans un russe balbutiant. Bien que familier de cette noble langue, il préférait jouer la carte de l'ignorant, ce serait plus facile pour saisir les conversations discrètes. Il s'inclina légèrement, puis prit la main dégantée de la dame et effectua un baisement dans les règles de l'art. « Gustave de Guerre, de la compagnie havraise de transport maritime, » poursuivit-il, toujours dans un russe hésitant. Dommage qu'il n'ait pu révéler son vrai nom. De par ses titres prestigieux, dont celui de duc était le plus communément utilisé, il aurait largement pu rivaliser avec l'ambassadeur. Après tout, il descendait par sa mère des premiers jarls normands. Arthur Pavlovitch lui lança un sourire qui fit s'agiter ses favoris. « Je suis surpris que vous parliez notre langue, monsieur de Guerre. Je vous confesse que je viens d'épuiser toutes mes connaissances, » répondit Falco. « Je vous en prie, » continua l'ambassadeur en désignant une porte donnant sur la grande antichambre. Falco s'inclina et prit le chemin que Pavlovitch lui avait indiqué. Il arriva dans une salle, haute de plafond, dans laquelle se trouvaient nombre d'invités. La décoration dégageait une forte odeur de monarchie pompeuse. Dans le fond, une double porte vitrée donnait sur le jardin de l'ambassade. Un petit quatuor, réparti sur les balcons qui dominaient la pièce, jouait discrètement des mazurkas enjoués. Par où commencer ? Falco se creusa les méninges pour reconnaître sur les hôtes un des visages qu'il avait vus dans les dossiers fournis par Frossat. Un laquais, parfaitement assorti au décor, en uniforme légèrement ridicule, lui tendit sur un plateau d'argent une coupe de champagne. Un second amena du caviar et des toasts. Les Russes avaient les moyens, et dire qu'il y avait dans cette élégante assistance quelques vampires. Alors que Falco se demandait comment il pourrait parvenir à s'introduire dans un cercle de discussion, le tintement cristallin d'une clochette interrompit les convives. L'assistance fut invitée, par un majordome au français impeccable, à se rendre dans le jardin. Falco se fondit dans la foule. Dehors, la fraîcheur de l'automne n'avait pas encore viré au froid de l'hiver. L'allée principale du petit domaine, située à l'arrière de l'hôtel, était éclairée par 2 rangées d'hommes à la mine stricte, en tenue de cosaque, à la barbe soigneusement entretenue. Cet austère et mystique corridor menait à une vaste pelouse au centre de laquelle un cercle de bougies avait été installé. Le public se massa autour, et les murmures spéculant sur ce qui allait suivre ne se firent pas longtemps attendre. Une femme sans âge, à la beauté froide et vêtue d'une robe de lin qui se fendait à mi-cuisse pour laisser voir ses longues jambes, arriva au centre du cercle avec une démarche calme. Son visage était uniquement éclairé par la torche qu'elle tenait et les bougies qui l'encerclaient. Elle parla en russe, d'une voix grave, accompagnée discrètement par le rythme lent d'un tambour joué par un homme assis en tailleur dans l'herbe, à l'extérieur du cercle. « Bonsoir, chers hôtes. Cette nuit, vous allez voir le temps, le passé, le futur, le présent. Il y a plus de 1000 ans, les peuples des plaines de l'Est
avaient des croyances depuis longtemps oubliées. D'anciens dieux au grand pouvoir résidaient dans les steppes, les montagnes, les forêts, les rivières et les lacs. Lorsque le nouveau dieu unique arriva de l'Occident avec ses hordes de prédicateurs, il voulut les chasser. On raconte qu'alors, les missionnaires opéraient ce qu'il est coutume d'appeler des miracles, de savantes mises en scène censées montrer le pouvoir de leur dieu et faire abandonner les anciennes croyances que ces prêtres jugeaient idolâtres. Mais les peuples de l'Est n'étaient pas dupes, et eux aussi démontrèrent le pouvoir de leur dieu. Elle fit une pause, le bras tenant la torche tendue vers le public. Il pouvait danser avec le feu, acheva-t-elle. Avec une agilité insoupçonnée, elle jeta sa torche dans les airs, fit un salto à la vitesse de l'éclair et la rattrapa calmement avec une main alors qu'elle arrivait au ras du sol. Lentement, elle lui fit toucher terre, et l'herbe s'enflamma, formant une traînée qui se répandit autour d'elle en une série de cercles concentriques. L'homme qui jouait du tambour accéléra la cadence et accentua les coups qu'il donnait. La femme sortit du cercle aussi sereinement qu'elle y était rentrée, marchant par moments pieds nus sur une bande de feu. Les flammes allaient parfois jusqu'à mi-mollet, sans que cela semble l'affecter. La silhouette d'une autre femme, plus jeune et bien plus belle, se découpa dans l'obscurité. Sa bouche esquissait un étrange sourire, tandis qu'elle aussi foulait de ses pieds nus les cercles enflammés. Elle portait un loup, mais ne pouvait dissimuler ses grands yeux pâles, comme deux morceaux de glace jetés dans une bouteille de feu. Ses cheveux étaient attachés en de longues tresses qui couraient jusqu'au creux de ses reins. Sa tenue consistait en un juste corps blanc, sur lequel étaient brodés des motifs aux tons semblables aux couleurs du feu et aux formes rappelant les volutes des flammes. Elle tenait dans chaque main une fine chaîne, au bout desquelles étaient suspendues des balles de la taille du poing, qu'avec un calme déconcertant, elle alluma l'une après l'autre dans les flammes. Falco était étrangement fasciné par ce spectacle dans lequel la beauté était sublimée par le feu et le mystique. Sitôt les balles enflammées, la jeune femme entama une danse impressionnante, les faisant tournoyer autour d'elle en de grands arcs enflammés. Cela produisait un bruit semblable au souffle d'un dragon. Tout en s'entourant de flammes, elle sautait avec une célérité déconcertante. Son corps souple esquivait avec maestria le brasier qui bourdonnait et virevoltait autour d'elle comme un météore. La cadence du tambour s'intensifiait au fur et à mesure que la danseuse accélérait ses pas. On aurait dit une prêtresse du feu des temps anciens, un soir de solstice. Brusquement, elle s'arrêta, le regard fixe. Elle posa les boules encore enflammées au sol et lâcha les chaînes en même temps que le tambour cessait. Un homme arriva. C'était un de ceux qui tenaient les torches dans l'allée. Il avait entre les mains un bâton d'environ 2 mètres, couvert de flammes, à l'exception de la partie centrale sur laquelle il le tenait. Il le remit à la jeune femme en s'inclinant, comme on remet un sceptre à une reine. Elle s'en saisit, sans même un regard pour lui, et fit des passes de main en main, tel un maître d'armes. Falco, alors qu'il était pourtant à quelques mètres, sentait sur son visage la chaude caresse du feu. Le tambour grave et rapide avait repris, mais ne couvrait pas le souffle rauque des flammes. La danseuse virevoltait de nouveau, son bâton tournoyant tantôt dans son dos, tantôt au-dessus de sa tête. On avait l'impression qu'elle n'arrêterait sa transe que pour laisser les flammes de son bâton reprendre leurs esprits avant de recommencer. Brutalement, elle le planta dans le sol. Comme par magie, les tambours se turent. Pendant quelques instants, le temps sembla suspendu, jusqu'à ce que le public applaudisse avec entrain. Ce n'est qu'à ce moment que la danseuse sembla esquisser un semblant d'émotion. Elle s'inclina gracieusement et s'en retourna dans l'obscurité qu'elle n'avait quittée que pour le spectacle. En retournant vers la salle de réception, Falco se demanda qui pouvait bien être la jeune fille qui avait dû charmer tous les hommes de l'assistance, voire même quelques femmes. Dans l'antichambre, le petit orchestre avait repris ses musiques enjouées comme si de rien n'était. Le temps passait, et Falco ne savait trop que faire, se sentant des airs de pots de fleurs décoratifs au milieu des tintements de cristal. L'étiquette lui interdisait de se joindre à un groupe de conversation sans y avoir été invité par l'un de ses membres. Il entreprit de laisser traîner son regard sur les invités. Toutes rivalisaient impitoyablement d'élégance et de style, chacune alliant au charme slave le raffinement de la couture française. À quelques pas de lui se tenait un petit groupe. 2 hommes de taille impressionnante lui tournaient le dos. Entre eux, une femme au teint clair tenait dans une main couverte d'un gant blanc une coupe de champagne. Elle regarda Falco avec insistance de ses yeux d'un bleu très pâle. Ce dernier lui rendit volontiers son regard, avec l'agréable sensation d'avoir ses chances. Il esquissa un sourire qu'elle lui retourna. L'un des hommes sembla remarquer leur petit jeu et tourna la tête vers Falco. Falco tiqua. Il reconnut sans peine la barbe qu'il avait vue dans le dossier.
L'homme qui le regardait était Alexei Grigorievitch, un lointain parent du tsar. Une extrême prudence était de mise. S'il était bien celui qu'on le soupçonnait d'être, c'était assurément l'homme le plus dangereux de la ville. La femme murmura à l'oreille du comte. Il lui sourit et répondit de la même manière. Elle hocha la tête. Que signifiait ce manège? Alexei Grigorievitch se dirigea vers Falco avec un sourire affable, qui pouvait être d'une augure aussi bonne que funeste. « Alexei Grigorievitch, comte de Pistolcref », fit-il avec une voix étonnamment douce et un accent fort discret. C'était un géant d'au moins une tête de plus que Falco, qui pourtant était d'une taille au-dessus de la norme. Son regard gris-vert, profondément logé dans ses orbites, dégageait une étrange émotion, comme une sorte de tristesse névrosée, retenue en sécurité dans la plus haute tour d'un donjon. Sa peau pâle, à la limite du translucide, laissait voir le sillon bleu de ses veines, et ses fins cheveux blonds, presque blancs plaqués sur son crâne, lui donnaient un aspect faussement fragile. Le bas de son visage était mangé par une barbe légèrement plus foncée que sa chevelure. Falco se présenta, enfin, présenta sa couverture. « Ma sœur Fedora souhaite faire votre connaissance », fit le comte. « L'honneur et le plaisir se concurrencent dans la satisfaction de la demande », répondit Falco d'un ton mondain, parfaitement dans son élément. Dans l'instant, les présentations furent faites. La jeune femme fit une révérence, le regard plongé dans celui de Falco, qui, sans le perdre, effleura la main de ses lèvres. Si elle était bien la sœur du comte, elle ne lui ressemblait pas du tout. C'était une femme splendide. Une robe rouge sombre vêtait superbement son petit corps aux formes discrètes. De part et d'autre de son visage félin, ses cheveux sombres cascadaient en anglaise interminable, qui ne cédait la place, sur sa gorge, qu'à une parure magnifique. En la voyant, Falco ne put s'empêcher de penser à Natacha Rostov, l'espiègle héroïne de Guerre et Paix. Sauf que cette femme-là, potentiellement, n'hésiterait pas un seul instant à lui ouvrir le cou si le besoin ou l'envie s'en faisait ressentir. Alexei brisa cet interlude galant. « Herr Graf, je vous présente Monsieur de Guerre, de la... » Il laissa sa phrase en suspens pour que Falco puisse l'achever. « De la compagnie havraise de transport maritime, compléta-t-il en tendant une main au second homme, un roux aux yeux marrons, vêtu d'un uniforme vert sombre. « Oh, un homme d'affaires. Karl von Eisprach. Enchanté, répondit l'homme en saisissant la main. Je remarque à votre nom et à votre accent que vous n'êtes point russe, releva Falco. Très juste, monsieur. Je suis originaire de Souabe. Je représente les intérêts du Kaiser en France. Cette phrase avait 1000 significations. Tout en parlant, Falco guettait tous les signes physiques qui auraient pu confirmer les soupçons de vampirisme qui planaient sur ses vis-à-vis. Rien de probant. « Et vous êtes un marin, alors ?» lui demanda la belle Fedora. « Il va de soi. Bien sûr, je ne commande point en personne mes bateaux, mais je suis un familier des manœuvres. » En somme, ce n'était pas faux, car quand il avait un peu de temps, Falco aimait naviguer. « Et que nous vaut le plaisir de votre présence ici ?» fit Grigorievitch. « Au-delà du simple délice de faire plus ample connaissance avec les nouveaux alliés de la France, je viens, comme tous les hommes de commerce dignes de ce nom, pour mes affaires. » Falco posa quelques questions, en faisant attention de ne pas paraître trop curieux. Il feint de ne pas comprendre lorsque ses interlocuteurs échangeaient quelques mots en russe. Ces derniers, d'ailleurs, ne lui apprirent pas grand-chose, hormis qu'il avait tapé dans l'œil de Fedora. Mais ça, son instinct le lui avait déjà fait sentir. Karl von Eisprach, quant à lui, semblait comprendre avec quelques difficultés. « Vous êtes venu avec d'autres membres de la famille ?» s'enquit Falco au détour de la conversation. Fedora parut hésiter. Son frère la devança au moment où elle ouvrait la bouche pour répondre. « Nous sommes tous les deux pour le moment, mais nous n'excluons pas de recevoir davantage. Votre pays est si beau que l'on a naturellement envie de le faire découvrir. Et puis, le voyage sera un réel plaisir si nous utilisons l'un de vos navires. D'ailleurs, quel tonnage envisagez-vous pour retraverser ?» Falco se félicitait de s'être intéressé un minimum à son faux métier avant de venir. Il s'apprêta à répondre, mais fut interrompu par Fedora. « Ah, les hommes et leur sérieux. Ne sommes-nous pas ici pour nous amuser ?» Elle agrémenta sa phrase en trempant ses lèvres rouges dans le champagne. Lequel des deux était le plus pétillant? Falco sauta sur l'occasion. « Oh, je suis navré, comtesse, j'en oublie les bonnes manières. Voudriez-vous m'accorder la prochaine danse ?»« C'est envisageable, » fit-elle avec un délicieux sourire qui aurait fait enfreindre quelques péchés capitaux à un séminariste zélé. Elle lui tendit délicatement sa main gantée, qu'il saisit sans se faire prier, et l'amena à la piste de danse. Falco entra avec plaisir dans le jeu de séduction de la comtesse. Après tout, on lui avait demandé de prendre contact. « J'espère être un partenaire tout aussi ardent que celui que vous aviez tout à l'heure, » murmura-t-il au creux de son oreille. Il était pratiquement certain que sa partenaire n'était autre que la mystérieuse danseuse aux flammes. Cette dernière lui jeta un regard étrange, tout en continuant de danser. « Comment avez-vous deviné »
demanda-t-elle après un silence. Vous pouvez dissimuler votre visage, mais vos yeux sont des gemmes qui ne peuvent être cachées. Ne soufflez-moi à personne, je vous en prie. Même mon frère ignore que j'ai cette occupation. En effet, son frère n'aurait probablement pas accepté que sa comtesse de sœur ait un passe-temps de bohémienne. Ne soyez pas inquiète, il serait bien trop dommage que vous ne fassiez point d'autres prestations. Mais si vous le permettez, pourquoi un tel secret ? Il resserra sa prise au niveau de la taille de la comtesse. Je m'ennuie. On ne me laisse rien faire depuis tant de temps, soupira-t-elle. La danse me distrait, ce frisson que je ressens quand le feu et les regards sont braqués sur moi. L'euphorie que suscite le risque. C'est excitant, suggéra Falco. Elle ralentit la cadence, s'arrêtant presque de danser, et regarda Falco intensément. Jouissif, corrigea-t-elle. La note finale de la longue valse fit reprendre son cours au temps. Sur cette fin de danse prometteuse, l'ambassadeur de Russie arriva. « Je suis ravi de voir que des liens se créent. Passez-vous une bonne soirée ?» Fedora répondit la première. « Absolument. Monsieur de Guerre est tout à fait charmant. »« Vous m'en voyez ravi, comtesse. J'espère que vous ne m'en voudrez pas trop de vous l'emprunter le temps d'un cigare. Je ne vous en voudrais que si vous ne me le ramenez pas. » Falco avait l'impression d'être un toutou. Il eut un sourire poli, en se disant que la comtesse ne perdait rien pour attendre. Il suivit l'ambassadeur dans le jardin, où les restes du spectacle avaient été enlevés. Alexei Grigorievitch y était aussi, scrutant l'obscurité. Il semblait inquiet, mais son expression s'effaça devant les phrases aimables de l'ambassadeur. « Le ministre en personne nous a informés de votre projet », fit Pavlovitch en sortant un étui à cigare de sa poche. De quoi voulait-il parler ? La couverture d'entrepreneur de Falco était-elle si bonne que ça ? De Saint-Pétersbourg au Havre ? C'est une excellente idée. Il fallait croire que oui, Morand avait été à la hauteur de sa réputation. J'ai des parts au port de la ville. J'appuierai avec joie votre démarche. J'en toucherai même un mot au tsar. Je suis convaincu qu'il sera très réceptif, renchérit Grigorievitch qui s'était joint à la conversation. Parfait. Je suppose que, du côté de nos amis français, le président Carnot apportera son appui, n'est-ce pas ? Fit l'ambassadeur. Falco se demanda si on l'avait envoyé pour négocier les partenariats ou pour traquer les monstres. Il allait finir par s'en vouloir si le projet maritime n'aboutissait pas. Alors qu'il s'apprêtait à répondre, des bruits de verres brisés résonnèrent derrière eux. Les cris qui s'ensuivirent laissèrent penser qu'il ne s'agissait pas que de quelques flûtes de champagne renversées. Falco eut un mauvais pressentiment. Il lui semblait percevoir le cri grave, mi-bestial, mi-humain, caractéristique des lycanthropes. D'instinct, il tira de sa poche intérieure son 8 mm Bulldog, dont il ne se séparait qu'en de rares occasions. Le chargeur était garni de balles d'argent qu'il espérait ne pas avoir à utiliser. Grigorievitch l'avait devancé, et était déjà en train de gravir 4 à 4 les marches du perron, comme possédé. Falco se précipita dans son sillage.